Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on va parler de mécanique. Mais avant de faire ça, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, tous les abonnés de la chaîne, parce que ce matin on vient de passer les 50 000 abonnés. Voilà, je ne m'attendais pas à atteindre les 50 000 abonnés aussi rapidement. Donc du coup, vous êtes à peu près tous les jours entre 7 000 et 13 000 à suivre les vidéos de la chaîne. Voilà, donc c'est ma récompense. Voilà, donc merci à chacun pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, on va essayer de résumer à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la mécanique du point matériel en référentiel galiléen avec un seul exercice. On va voir qu'avec l'exercice que je vais proposer, on va revoir pratiquement tous les théorèmes de la mécanique, donc le principe fondamental de la dynamique, tous les théorèmes énergétiques, le théorème du moment cinétique, l'utilisation de l'énergie potentielle, la notion de bras de levier, toutes les techniques de base qu'on a développées déjà depuis tout un tas de vidéos. Donc ça va être un peu un test pour toi de savoir si à l'issue peut-être de ta première année, tu maîtrises toutes ces techniques et elles sont résumées dans cet exercice. Je n'ai pas tellement trouvé mieux. Donc on a une barre sans masse, donc au bout de laquelle on a un point matériel P de masse M. Donc la barre est de longueur L, on va négliger sa masse, donc c'est un peu comme un pendule rigide. Et ce point matériel est connecté par deux ressorts à des glissières verticales. Les ressorts sont sans masse, ils sont de raideur K, de longueur à vide L0. Et la distance entre le centre du pendule et ces glissières verticales, c'est petit a. Donc ça veut dire que les ressorts sans frottement vont suivre verticalement le mouvement du point P. Et on va même autoriser l'angle θ à dépasser pi sur 2. Bon, chose pas forcément évidente sur mon dessin, mais θ va pouvoir prendre toutes les valeurs. Ça veut dire qu'on peut même avoir une tige carrément verticale dans l'autre sens, avec θ est égal à pi. Donc c'est pour ça aussi que je prends une tige rigide, même si je néglige sa masse et non pas un fil. Et donc on va se poser plusieurs questions. Les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont là où les positions d'équilibre, leur stabilité, et puis la période des oscillations au voisinage d'une position d'équilibre stable. Donc là, on va revoir toutes les techniques de linéarisation d'équations différentielles également. Et puis évidemment, l'équation différentielle du mouvement. Et ça, par plusieurs manières. Alors, on va vraiment avoir le choix des armes. La mécanique, c'est un petit peu comme un carquois dans lequel tu as des différentes flèches et tu peux choisir les différents outils à ta disposition. Donc, premier réflexe, on a un mouvement à un seul paramètre, θ de t. Donc, quand on a un mouvement à un seul paramètre, il y a une méthode sur laquelle il faut se ruer, à la fois pour trouver les positions d'équilibre et l'équation différentielle du mouvement, c'est la méthode énergétique. Alors, je crois que dans cette première vidéo, je vais faire que tout ce qui est énergétique et puis je vais garder le principe fondamental de la dynamique et le théorème du moment cinétique pour la prochaine vidéo, sinon je crois que ça va être un petit peu trop long. Donc, alors, si on nous demande là où les positions d'équilibre, la méthode pour avoir là où les positions d'équilibre, c'est de calculer l'énergie potentielle en fonction de θ et de minimiser ou plutôt de chercher les extrémums de l'énergie potentielle qui sont les positions d'équilibre. Et puis pour la stabilité, les minima seront des positions d'équilibre stables et les maxima d'énergie potentielle des positions d'équilibre instables. Alors avant de faire ça, quelle que soit la méthode qu'on utilise, il va falloir définir le système. Donc le système, c'est l'extrémité du pendule P de masse M. Le référentiel, donc c'est le sol supposé galiléen. Et puis, donc, le bilan des forces. Donc, toujours faire un dessin. Donc, on a la tension de la barre. On a les tensions des ressorts, donc que je vais appeler T1 et T2. Donc là, je fais une hypothèse, puisque en fait, a priori, on ne sait pas si les ressorts sont comprimés, s'ils sont étirés. D'ailleurs, ça va être une des difficultés. Il va falloir que tout ce qu'on fait soit indépendant du fait que les ressorts soient comprimés ou étirés. Donc, on a la tension de la barre, les tensions des ressorts, et puis on a le poids. Voilà, donc le dessin indispensable. Parmi ces forces, on peut tout de suite se poser la question,
lesquelles sont conservatives et lesquelles ne sont pas. Alors je te rappelle ce qu'est une force conservative. C'est une force qui dérive d'une énergie potentielle. Donc c'est une force qu'on peut écrire, alors bon, je ne prends pas un gros risque pour le poids, moins gradient de EP associé au poids. Les tensions des ressorts sont des forces conservatives. Par contre, la tension de la barre, elle, n'est pas une force conservative, mais c'est une force non conservative qui ne travaille pas. Alors certains auteurs la font rentrer cette tension du pendule dans la catégorie des forces conservatives qui ne travaillent pas, mais comme traditionnellement on n'associe pas d'énergie potentielle à cette tension, on n'a jamais défini une énergie potentielle pour une tension de ce type, je préfère la ranger dans la catégorie des forces non conservatives qui ne travaillent pas. De toute façon, elle ne changera pas l'énergie mécanique comme on va le voir. Alors, donc il y a 3 énergies potentielles, une pour chaque ressort et une pour le poids. Et donc l'énergie potentielle totale, c'est la somme des énergies potentielles. Donc si tu as regardé mes petites vidéos sur les 4 énergies potentielles à maîtriser absolument, tu connais un petit peu ma méthode. Je ne calcule pas les énergies potentielles en calculant le travail élémentaire de chaque force. Ça, c'est parfois une méthode un peu pédestre qu'on utilise en première année quand on n'a pas encore le gradient. Moi, ce que je préconise, et je te renvoie à cette vidéo, c'est de connaître par cœur l'expression d'un certain nombre d'énergies potentielles et ensuite d'adapter les expressions à la situation qui t'intéresse. Parce que si tu veux trouver toutes les énergies potentielles de cette manière-là, bien sûr, c'est possible, mais ça va te demander un gros boulot et l'expérience montre que tu ne vas pas arriver au bout dans un temps raisonnable. Donc, tu maîtrises ces petites formules-là et puis tu sais les appliquer. Et si on te demande la démonstration, tu maîtrises la démonstration à part en prenant toi-même les systèmes d'axes que tu veux et tu parachutes les formules sur l'exo et comme ça, tu vas être vraiment très très efficace. Donc l'énergie potentielle du poids, c'est mgz. Attention, il y a une précaution, c'est que z doit être orienté vers le haut. Et peu importe l'origine de z, puisque l'énergie potentielle est toujours définie à une constante additive près qui va disparaître dans la dérivation. L'énergie potentielle du ressort, alors attention, il y a 1/2 de k, longueur totale moins longueur à vide au carré. J'utilise pas de x, parce que x, on ne sait pas trop ce que c'est. X, est-ce que c'est un allongement? Est-ce que c'est une longueur totale? C'est très dangereux. Je ne t'encourage pas à utiliser 1/2 de kx carré, à moins que tu saches vraiment ce qu'est x. Dans ce cas-là, x, c'est l'allongement. C'est la différence entre la longueur totale et la longueur à vide. Alors, est-ce qu'on peut exprimer cette énergie potentielle en fonction de θ? Je prends l'origine en haut et j'oriente z vers le haut. Donc, je peux lire directement z. Donc, z, c'est cette cote ici. Elle doit être comptée négativement. Donc, ça fait hypoténuse projetée sur le côté adjacent à l'angle θ moins mgl cosinus θ. Alors, je te rappelle, si tu ne maîtrises pas les projections, là aussi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle SOS projection. Donc, la seule chose à savoir, c'est que quand tu projettes toujours l'hypoténuse. Si tu projettes l'hypoténuse sur le côté adjacent dans le triangle rectangle, c'est cos θ. Et si tu projettes sur le côté opposé, c'est sinus θ. N'écris pas la définition des cosinus et des sinus. Ça, c'est vraiment une méthode, je dirais, un petit peu élémentaire. On peut aussi choisir l'origine des z sur la position d'équilibre du pendule, auquel cas on aura mgl facteur de 1 moins cos θ, donc à une constante additive près, ça revient exactement au même. Donc on va garder cette expression. Alors, il y a 2 ressorts. Donc là, évidemment, on va avoir 2 termes de ce genre. Donc 1/2 de k. Donc comme je dis toujours, la physique, c'est l'art de couper les problèmes en tranches de saucisson. Ce qui compte, c'est que chaque petite tranche, tu apprennes à te poser les bonnes questions de manière méthodique. Et si tu fais ça, si tu découpes ton problème en tranches élémentaires, en te posant à chaque fois les bonnes questions, tu vas arriver au bout. Donc là, la question à se poser, c'est quoi la longueur totale de chaque ressort? Bon, alors prenons par exemple ce ressort-là, le ressort numéro 1 associé à T1. Donc la longueur de ce ressort, on prend bien le soin de prendre un angle θ positif, parce que là aussi, sinon, on va, comme je dis souvent, s'auto-torpiller.
Donc la longueur de ce ressort, c'est A, moins cette distance-là, et cette distance-là, c'est L projeté sur le côté opposé, c'est-à-dire L sinus θ. Donc A plus, alors A moins L sinus θ moins L0 au carré. Et puis, donc on n'oublie pas de soustraire la longueur à vide. Et puis pour l'autre ressort, donc on aura A plus L sinus θ, donc A plus L sinus θ moins L0 au carré. Donc, il ne nous reste plus qu'à dériver l'énergie potentielle. Alors attention, non pas par rapport au temps, mais par rapport aux paramètres θ. On verra tout à l'heure que la dérivation par rapport au temps, c'est pour, par exemple, trouver l'équation différentielle du mouvement. Donc là, on n'aura même pas de θ point dans la dérivation. Donc ça va faire mg L sinus θ plus, alors il y a quand même là de la dérivée des fonctions composées. Donc 1 demi de k fois 2u u', donc u c'est la parenthèse. U', c'est la dérivée de moins L sinus θ par rapport à θ, donc moins L cos θ, et encore une fois, il n'y a pas de θ point. Et puis on fait la même chose pour l'autre terme, donc plus 1 demi de k de A plus L sinus θ moins L0, donc fois la dérivée de L sinus θ, donc L cos θ. Donc voilà l'expression. Alors on regarde un petit peu, qu'est-ce qui va se simplifier? Donc là j'ai un moins, donc le A, le L0, ça va se simplifier. Les deux également. Et donc il va rester uniquement les termes en sinus θ. Donc on va avoir mg L sinus θ plus donc 2 KL carré sinus θ cosinus θ. Alors on voit qu'on peut mettre sinus θ en facteur. Alors on va le faire. Et donc les positions d'équilibre sont celles pour lesquelles l'énergie potentielle est extrémale. On ne sait pas encore si ce sont des minima ou des maxima. Donc ou bien on a sinus θ égale 0. Donc il ne faut pas simplifier par sinus θ, sinon on risque de perdre beaucoup de solutions. Donc θ égale 0 ou pi. Donc 0, ben, on s'en doutait, c'est quand le point ici est tout en bas. Pi, c'est quand la tige est vers le haut avec le point M à son extrémité. Donc on a dit que c'était possible, hein. On imagine que c'est possible, que la tige en fait elle peut tourner autour de cet axe Z, donc qui est orienté vers nous. Alors je sais qu'il est orienté vers nous parce que j'ai choisi un angle θ positif. Alors oui, non, on ne va pas l'appeler Z, on va l'appeler Y. J'ai choisi un θ positif comme ça, hein, donc d'après la règle des doigts de la main droite. Donc le pouce indique le sens de l'axe de rotation et les doigts de la main droite le sens positif. Ou alors tu prends la règle du tire-bouchon. Donc θ égale 0 ou θ égale pi. On ne sait pas si ces deux positions sont stables. On va répondre à cette question dans la suite de notre étude. Et puis également, on pourrait annuler cette parenthèse. J'aurais même pu mettre L sinus θ en facteur. Donc on a cosinus θ est égal à moins mg sur 2kl. Alors vérifions l'homogénéité. Mg c'est une force. KL, c'est aussi homogène à une force, hein, Kx, la tension d'un ressort. Donc, c'est bien sans dimension. C'est négatif. Donc, si on fait un petit cercle trigo, un cosinus négatif, ça veut dire que l'angle est plus grand que pi sur 2. Donc, ça veut dire que ça correspond à une ou des positions d'équilibre qui sont avec la tige avec un angle plus grand que pi sur 2. Alors, on a dit que c'était possible, envisageable, mécaniquement dans notre dispositif. Donc θ vaudra, donc on aura deux positions symétriques avec θ est égal à plus ou moins arc cosinus, donc de moins mg sur 2kl. À condition que ce truc-là, évidemment, soit en valeur absolue plus petit que 1. Donc là, ça ne va pas exister tout le temps, ces positions d'équilibre. Il y a une condition à vérifier sur ce terme-là en valeur absolue. Donc on a déterminé les positions d'équilibre, on ne connaît pas encore leur stabilité. Pour trouver la stabilité des positions d'équilibre, bien sûr, on pourrait essayer de
se guider par nos intuitions. Enfin, en mécanique, parfois, il faut se méfier de nos intuitions. Il faut plutôt, comme je dis souvent, laisser parler aussi les équations. C'est-à-dire que parfois, c'est vraiment en résolvant les équations qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe. Alors, pour avoir la stabilité, eh bien, il faut savoir si on a des minima ou des maxima. Alors, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faudrait calculer donc la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à θ et donc étudier le signe. Donc, si c'est positif, c'est qu'on a un minimum et que l'équilibre est stable. Et si c'est négatif, l'équilibre est instable. Alors, j'ai un petit peu la flemme, je te l'avoue. Je ne vais pas le faire. Je t'encourage à le faire. Et parce que, en fait, on va le faire d'une autre manière maintenant. C'est-à-dire que, toujours par la méthode énergétique la plus efficace, on va trouver l'équation différentielle du mouvement. Et une fois qu'on aura l'équation différentielle du mouvement, on va pouvoir la linéariser au voisinage de chaque position d'équilibre. Et j'aimerais te montrer comment dans cette linéarisation, et on va voir ça va être intéressant parce que ça ne va pas être que des linéarisations au voisinage de 0. Donc on va pouvoir utiliser voilà, des outils qui peuvent te servir comme la formule de Taylor. Donc la technique de linéarisation, on va voir comment en linéarisant, on va pouvoir savoir si on a affaire à un équilibre stable ou si on a affaire à un équilibre instable. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment trouver l'équation différentielle du mouvement par une méthode énergétique. Alors, le réflexe à avoir, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Et le théorème de l'énergie mécanique sous forme différentielle. C'est lui qui va nous donner accès à l'équation différentielle du mouvement. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, c'est la puissance des forces non conservatives. Donc c'est T, la tension de la barre scalaire V. Or, le mouvement est circulaire puisque le point P est astreint à se déplacer sur un cercle de centre O de longueur L. Donc on voit bien que T et V sont perpendiculaires, donc on a un produit scalaire nul. Et donc l'énergie mécanique se conserve. Donc la méthode, c'est de calculer l'énergie mécanique pour une valeur quelconque de θ, dériver cette expression par rapport au temps, cette fois-ci et non plus par rapport au paramètre θ. Et puis après, on va voir pour la stabilité, linéariser cette équation au voisinage des positions d'équilibre. Bon, évidemment, ce théorème est strictement équivalent au théorème de l'énergie cinétique. Peut-être que tu préfères le théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique, donc la grande différence, c'est qu'on a la puissance des forces conservatives plus la puissance des forces non conservatives. Et la puissance des forces conservatives, donc c'est moins d2EP sur dt, hein, puisque c'est delta W le travail élémentaire sur dt. Et donc, delta W, c'est moins d2EP. Donc, plus la puissance des forces non conservatives. On fait passer ça de l'autre côté du signe égal pour reformer l'énergie mécanique. Donc la définition de l'énergie mécanique, bien sûr, c'est EC plus EP, avec EP qui est la somme de toutes les énergies potentielles de toutes les forces. Donc l'énergie mécanique, c'est 1/2 de M L carré θ point carré. Donc là, on révise également nos coordonnées polaires. Hein. On sait que donc on peut associer un vecteur ER et Eθ. Donc les coordonnées polaires, donc la vitesse en polaire c'est L point et Lθ point, la vitesse elle est orthoradiale, c'est un mouvement circulaire non uniforme, plus l'énergie potentielle que, voilà, je ne vais pas recopier, je l'ai effacé, mais j'ai gardé la dérivée par rapport à θ parce qu'on va voir qu'elle va nous resservir. Et donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0, puisqu'on a donc un mouvement dit conservatif. Donc ça va nous donner ml carré, donc dérivée des fonctions composées cette fois-ci, aussi par rapport au temps, donc θ point, point, j'ai divisé par 2, plus, et donc là on va dériver ça par rapport au temps, mais la dérivée par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport à θ fois θ point, hein, dérivée des fonctions composées, g rond f le tout prime, c'est g prime rond f fois f prime. Donc avec les notations différentielles, on le voit bien aussi. Donc ça fait θ point fois d2EP sur dθ. Donc mgl sinus θ plus 2k L carré cosinus θ sinus θ. Donc ça fait 0. On va simplifier par θ point. Ça doit être vrai à tout instant. Et donc on obtient l'équation différentielle du mouvement. θ2 point, je vais diviser par ml carré. Donc plus g sur L sinus θ plus 2k sur m
cosinus θ sinus θ est égal à 0. Donc ça, c'est une équation non linéaire. Elle est homogène. Hein. G sur L, bon, ce terme-là, ce serait que le pendule simple s'il n'y avait pas les ressorts. Et puis là, on voit un K sur M. Bon, quand on a un peu l'habitude des oscillateurs avec des ressorts, hein, K sur M, c'est homogène à un oméga 0 carré. Mais elle est non linéaire parce qu'on a des cosinus θ sinus θ. Alors quand on voit les positions d'équilibre, attention, on ne peut pas forcément supposer que θ est petit. On ne va pas pouvoir forcément utiliser les développements limités au voisinage de 0. Mais il va falloir linéariser cette équation au voisinage de différentes positions d'équilibre. Et ça risque d'être un petit peu délicat. Alors, est-ce qu'on peut regarder ça? J'aimerais étudier la stabilité. Allez, on va commencer par quelque chose de simple. On va étudier la stabilité au voisinage de 0. Donc, pour ça, ça voudrait dire qu'on poserait θ égale à θ équilibre plus epsilon, un petit écart par rapport à l'équilibre. Donc, une position d'équilibre stable, physiquement, ça veut dire que si on écarte, en fait, le point revient à sa position d'équilibre. Ça, c'est quand on a mis des frottements, mais si on n'a pas mis de frottement, en fait, ça veut dire qu'il oscille autour de la position d'équilibre. Et au contraire, si on a une position d'équilibre instable, quand on écarte, le point ne revient pas, il s'éloigne. Donc, mathématiquement, on va voir qu'on aura des solutions divergentes au voisinage d'une position d'équilibre instable. Alors, linéarisons cette équation, alors ça, c'est bon, voilà, c'est standard. Donc finalement, θ point point, ça ne sert à rien de poser un epsilon. On verra, ce sera utile quand ce ne sera pas au voisinage de 0. Donc θ point point plus G sur L, donc θ, plus 2K sur M, donc cosinus, ce sera pratiquement 1. 1 moins θ carré sur 2, donc 1 à l'ordre 1, fois θ égale 0. Et donc là, on voit qu'on aboutit à l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique non amorti. Hein, quand on dit rien, oscillateur harmonique, ça veut dire que c'est non amorti, avec un oméga 0 carré qui s'identifie à ce terme-là. Et donc, par la même occasion, on a la période des oscillations autour de la position d'équilibre, c'est 2π sur oméga 0. Et donc, voilà, donc là, on a une position d'équilibre stable. Le simple fait qu'en linéarisant, on ait trouvé l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, eh bien, ça nous prouve que le point oscille autour de sa position d'équilibre si on l'en écarte. Et donc, ça veut dire que la position d'équilibre est stable. Donc, on en est sûr. Alors, je ne vais peut-être pas faire tous les cas, mais on va peut-être au moins étudier θ égale π. Allez, donc là, il faut faire attention parce qu'on ne peut plus dire que sinus θ vaut à peu près θ, puisqu'on est au voisinage de π. Donc, l'idée, là, c'est d'utiliser la formule de Taylor. C'est-à-dire que ça, c'est une méthode qui marchera tout le temps. Bien sûr, on pourrait se servir des formules de Trigo, mais j'aime mieux te donner une formule qui marchera quelle que soit la fonction que tu devras linéariser. Donc, voilà, la formule de Taylor à l'ordre 1, je ne mets pas de reste, c'est f de x0 plus h égale f de x0. Alors, pourquoi j'écris ça? Parce que dans le cas général où on doit linéariser, on pose θ égale θ équilibre, donc ici c'est π, plus un petit écart. Et donc, on doit calculer sinus de π plus epsilon. Donc, le π joue le rôle du x0. Le epsilon, c'est le petit écart, il joue le rôle de h. Donc, j'ai fait exprès de noter ça comme ça pour qu'on voit bien comment ça marche. Donc, ça fait environ sinus de π, f de x0, plus h, c'est-à-dire epsilon, fois la dérivée du sinus, c'est-à-dire cosinus, pris en x0, c'est-à-dire en π. Donc, on voit que ça fait à peu près moins epsilon à l'ordre 1. Et puis, cosinus de π plus epsilon, donc vaut à peu près cosinus de π. Cosinus de π, c'est moins 1, plus epsilon, la dérivée du cosinus, moins sinus en π. Et donc ça donne un terme qui est nul. Donc, à l'ordre 1, cosinus vaudra moins 1. Et donc, on peut linéariser l'équation. Donc, on aura epsilon point point, puisque à une constante additive près, les dérivées sont les mêmes, plus G sur L, donc sinus de π plus epsilon qui vaut environ moins epsilon, donc fois moins epsilon, plus 2K sur M, le cosinus, donc c'est moins 1, et le sinus, c'est moins epsilon, donc ça va faire plus epsilon égale 0.
Alors, il ne nous reste plus qu'à factoriser epsilon. 2k sur m moins g sur L égale 0. Et là, on fait bien de laisser parler les équations parce que la stabilité va dépendre du signe de cette parenthèse. Donc là, règle très importante, quand tu linéarises au voisinage d'une position d'équilibre, ou bien tu tombes sur l'oscillateur harmonique, ou bien tu tombes sur une équation de ce genre avec ici une constante négative. C'est possible que cette constante soit négative à cause du signe moins. Si la constante est négative, à ce moment-là, ça va s'intégrer en CH-SH. Donc là aussi, je t'encourage vraiment à maîtriser parfaitement les équations du deuxième ordre. J'ai fait une autre vidéo, je crois, qui porte le nom 3 équations à maîtriser, différentielles à maîtriser parfaitement. Et il y a donc, je fais cette discussion sur l'équation du deuxième ordre linéaire à coefficient constant sans premier ordre, sans terme en epsilon point. Donc voilà, je t'invite à la revoir. Donc ça peut s'intégrer en CH-SH ou en exponentielle réelle. Et donc, si cette parenthèse est négative, alors on aura une position d'équilibre instable parce qu'on aura des solutions divergentes. Au contraire, si la parenthèse est positive, on aura des solutions convergentes, donc on aura une position d'équilibre stable puisqu'on aura l'oscillateur harmonique. Donc, en gros et qualitativement, si les raideurs des ressorts sont grandes, eh bien, quand on écarte la tige de sa position d'équilibre, ici, en fait, elle va osciller autour à cause de la raideur des ressorts. Au contraire, si les ressorts sont moins raides et qu'on écarte, ils ne sont pas capables de retenir le pendule et donc le pendule va retomber vers une autre position d'équilibre qui, elle, éventuellement pourra être stable. Donc, de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est cette technique de linéarisation. La méthode qui marche toujours, c'est la formule de Taylor à l'ordre 1. Donc, on pose θ égale θ équilibre plus epsilon. On linéarise les éventuelles fonctions non linéaires qui sont dans l'équation différentielle et on tombe ou bien sur l'oscillateur harmonique ou bien sur une équation type oscillateur harmonique, mais plutôt avec un moins, donc ce n'est pas un oscillateur harmonique, dont les solutions sont des exponentielles réelles ou des CH-SH. Et à ce moment-là, l'équilibre est instable. Voilà, je crois que voilà, on va arrêter sur cette première vidéo sur cet exercice. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais résoudre le même problème par le principe fondamental de la dynamique. Ce sera l'occasion de revoir d'autres difficultés que sont les projections et le choix de la base de projection. Et puis ensuite, le théorème du moment cinétique. Donc là, la difficulté, ce sera plutôt l'utilisation du bras de levier, l'algébrisation des moments. Et ce sera l'occasion donc de revoir ce théorème du moment cinétique. Les 3 théorèmes, évidemment, nous mènent à la même équation différentielle. Donc, je ne referai pas tout le traitement de linéarisation, puisque une fois qu'on a l'équation différentielle, voilà, on est ramené exactement au même point. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et donc je te donne rendez-vous à très bientôt sur e-learning physique.